no te heiwa taurea, piti tawatini, piti ahurumapa, te ia, Mako te wane! Le collège Mako Tevane remporte le Heiva Tauria 2025, une seconde victoire pour l'établissement qui participe chaque année au concours et qui succède à Ha. Amélisil Talon Tahiti qui arrive deuxième à Frayaitu, à troisième, une huitième édition qui a mis la barre très haut. On en parle avec Francesca Brion, professeure référente du Heiva Tauria au collège Mako Tevane, et Moenoa à Moussing, meilleur Oriro du Heiva Tauria 2025. Le cirque volant de Fidji va démarrer ses prestations mardi au Parc Expo de Mamao. C'est la première fois qu'ils se produiront en Polynésie française. Les membres de la troupe sont tous issus du Conservatoire artistique de Fidji. Et enfin, comme chaque dimanche, nous ferons le tour de l'actualité sportive avec notre spécialiste Oriano Tefo. Ce sera en deuxième partie de journal. Le collège Mako Tevane a transporté le public au firmament hier à Toata, un spectacle hommage à celui qui a donné son nom au collège et qui lui a valu à la victoire, consacrée une première fois en 2022. L'établissement réitère en remportant à nouveau le premier prix du Heiva Tauria, un concours qui ne cesse d'année en année de proposer des spectacles toujours plus aboutis. Laure Philibert Mataihurei sur des images de GoMedia. Tere matamua, no te heiwa taurea, piti tawatini, piti ahurumapa, te ia, Mako te wane! C'est une consécration pour l'établissement qui n'a jamais manqué une seule édition du Heiva Taurea depuis les débuts du concours. Dernier a présenté son spectacle, il rend hommage à son éponyme. Premier en 2022, deuxième l'an dernier, le collège Mako Tevane remporte non seulement le premier prix du Heiva Taurea 2025, mais aussi le deuxième prix spécial du jury pour son Aparima Amui et les prix du meilleur orero, du meilleur danseur et de la meilleure interprétation artistique. Je voulais montrer aux plus petits que comme quoi, il faut être courageux, continuer, faire de son mieux pour arriver à ce point-ci et présenter un beau spectacle sur la scène de Toata. Moi, c'est un truc que j'aime particulièrement, ma culture, je l'aime. Et c'est mon devoir à moi, un enfant polynésien, de le faire. Ils maîtrisent la langue, ils maîtrisent leur spectacle, ils maîtrisent leur dossier. Ils connaissent toutes les ficelles, vraiment toutes les ficelles. Il y a des choses qui nous ont surpris de comment est-ce qu'ils ont réussi en fait à tourner leurs choses à leur avantage et ça a été incroyable. Les îles sont loin d'avoir démérité puisqu'elles se classent sur les deuxième et troisième marches du podium. Le collège Saint-Raphaël de Rikitea remporte pour sa seconde participation 5 prix, parmi lesquels le deuxième du Heiva Taurea, un prix spécial du jury pour son Ra'atira, les prix du meilleur grand costume et du meilleur dossier pédagogique. C'était incroyable tout ce que justement cette jeunesse peut donner. On s'attend pas à avoir un spectacle comme ça aussi de qualité, de cette beauté dans les costumes, cette beauté dans les chants, dans l'interprétation, c'était incroyable. J'aimerais vraiment leur dire de continuer parce qu'il y a de l'avenir. Troisième, le collège d'Afareaitu qui a dû quitter Toata avant la fin du spectacle. Cette seconde participation lui vaut 3 prix. Le collège de Paea au pied du podium est presque autant distingué. Des talents qui impressionnent jusqu'aux plus grands artistes du Fénois. C'est vraiment formidable pour la jeunesse. La mentalité, ces jeunes, on les met dans la danse, on les met dans la musique, dans les tambours, dans les guitares. Ça les occupe, comme ça ils ne vont pas aller ailleurs. Cette première expérience culturelle ne sera sans doute pas la dernière pour ces 800 collégiens qui tous se sont surpassés. Et sans plus tarder, nous recevons donc sur ce plateau Francesca Brion, professeure référente du Heiva Tauria au collège Mako Tevane, et Moenoa Moussing, meilleur orero du Heiva Tauria 2025. Yorana. Alors Francesca, tout d'abord, pour rappel, c'est le collège de Taunua devenu Mako Tevane qui a initié le Heiva Tauria. Il s'agissait avant tout d'un outil pédagogique pour fédérer les élèves, l'équipe pédagogique et les parents. Aujourd'hui, c'est cela qui vous a permis de remporter le premier prix?
C'est un travail de 8 ans. Hein. Donc, il n'y avait pas que le collège de Makotevane, il y avait également le collège de Travo et le collège de Tipperary qui ont initié le Heivatoria. Et si on a remporté la victoire hier soir, c'est surtout un beau travail de la part de nos collégiens, que ce soit nos collégiens de Makotevane, mais également les collégiens de tous les collèges qui ont participé, des Tuamotu, des Gambiers, des Australes, des Îles-sous-le-Vent et également Montréal, juste à côté de nous. Francesca, vous utilisez toujours la culture comme assise pluridisciplinaire, la musique, le chant, le rio, l'histoire et le français. Tous ces professeurs travaillent dans la main. Il y a des enfants, des professeurs, des parents, des référents, mais les parents font aussi partie du succès de votre collège du Heivatoria 2025. Les parents font intégralement partie de ce Heivatoria. Donc, nos collègues, bien sûr, la direction, le personnel non enseignant. Et on va dire que c'est vraiment toute une équipe qui s'est fédérée, et je parle bien du collège de Makotevane, depuis 8 ans autour justement de nos collégiens. Moinoa, bonsoir, tu as remporté le prix du meilleur orero. Comment t'es venue cette passion pour la culture maori? C'est un truc que j'aime vraiment, d'abord. Et... Ta famille t'a aidé, tes parents peut-être? Oui, en fait, on a ce qu'on a chez nous, l'école de dimanche, surtout quand il y avait notre grand-mère. C'est comme ça m'a poussé à aimer ma culture. Et est-ce que tu as dû parfois encourager tes camarades pour qu'ils viennent aux répétitions ou qu'ils se ressaisissent dans leur travail au collège? Oui. Il a fallu les pousser un peu? Oui. Ouais. Dernière petite question pour toi, Moenoa. Qui a écrit le orero que tu as... C'est moi qui l'ai écrit. Je me suis inspiré du thème. Alors, à savoir que je suis auteur, compositeur et orateur. Oui, voilà. D'accord. Francesca, vous allez prendre le temps de célébrer la victoire avec l'ensemble du collège où, dès demain matin, tout le monde retourne à son travail habituel. Alors oui, il y a école demain, donc ils savent qu'ils doivent revenir au collège. Et normalement, jeudi, nous faisons notre bilan depuis 8 ans avec nos collégiens. Et c'est jeudi que nous saurons si nous repartons pour l'année prochaine au Heivatoria avec le thème, tout ce qu'ils auront décidé en fait. Francesca Moenoa, merci encore d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour la suite et pour le prochain Heivatoria, espérons-le. Nous restons dans le milieu de la culture avec cette excellente nouvelle de nos Aito qui ont participé au concours de danse du feu à Siva-Afi en Nouvelle-Zélande. Notre Aito Hikitahi Piokoe remporte le titre de champion de Nouvelle-Zélande chez les juniors. Mathias Seveson décroche la 2e place tandis que Reai Tonia s'adjuge la 3e place dans la catégorie senior. Nous écoutons les réactions de Tumatawir Arwa, référente de la Polynésie française au concours Siva-Afi. Alors c'est la 2e fois qu'on participe au Siva-Afi à Aotearoa et c'est un pur plaisir en tout cas de venir représenter son pays, son île. On est fiers de Reia, il vient de Huahine, de Hikitahi, il vient de Tahiti, de tous nos petits. C'est un très gros effort de la part des accompagnateurs, des familles, des responsables, des entraîneurs, des managers. Et c'est juste un plaisir, voilà. Tahiti a décroché la 1re place au Siva-Afi à Aotearoa et ça restera dans les mémoires. Voilà, on n'a plus de voix parce que tellement on vient encourager encore et encore. Et félicitations également à notre seule représentante Tiheni qui a été avec toute sa puissance sur la scène pour représenter les femmes. J'espère pour l'année prochaine voir encore plus de femmes ici au Siva-Afi à Aotearoa ainsi que plus de juniors, plus d'intermédiaires et plus de seniors. Voilà. En tout cas, Tahiti ce soir a été très très bien représenté dans la danse de couteau de feu. Je pense qu'on en est très très fiers. Voilà. Et après le cirque magique de Samoa, vous pourrez découvrir à partir du mardi 11 mars
le Fijian Flying Circus, le cirque volant de Fidji. Créé en 2007, cette troupe regroupe des élèves du conservatoire artistique de Fidji qui ont fait de leur passion une activité professionnelle. Le cirque s'est déjà produit dans 36 pays. C'est la première fois qu'il débarque à Tahiti. Hey Manu Manutei sur des images signées Sam Teinaure. Comme les artistes des plus grands cabarets et cirques du monde, ces jeunes, tous originaires des îles Fidji, ont intégré la troupe des Fijian Flying Circus à l'issue de leur formation au Conservatoire artistique de Fidji. Créée en 2007, la troupe de cirque se produisait exclusivement dans l'archipel des Fidji avant de s'exporter. Leur spectacle mêle chant, danse classique, acrobatie, numéros de force et d'agilité. L'année dernière, on a passé plusieurs mois à faire la tournée de notre cirque dans toutes les villes des îles Fidji. Mais cette année, on a voulu aller plus loin et découvrir les régions du Pacifique. Tahiti figurait en tête de notre liste car nous avions toujours rêvé de nous y rendre un jour. Mala a intégré la troupe il y a 4 ans. Il travaille tout en découvrant le monde au fil des tournées du cirque. Oui, j'ai énormément voyagé grâce à la danse avant de rejoindre le cirque. On a fait le tour de l'Europe, on a tout fait. On a produit des spectacles en Chine et à Paris et aujourd'hui il est temps de faire une tournée dans le Pacifique. Voilà pourquoi nous sommes venus à Tahiti. Des échanges entre le cirque volant de Fidji et le conservatoire artistique de Polynésie ont débuté. Peut-être qu'un jour le Fénois pourra créer sa troupe de cirque sur le même modèle et faire voyager le reste du monde dans notre culture. Allez, c'est l'heure de votre journal des sports avec un agenda bien fourni ce week-end. Et nous parlerons des événements sportifs dédiés à la Journée internationale de la femme. Nous évoquerons aussi une série de séminaires liés à l'antidopage, sans oublier bien sûr le reste de l'actualité sportive. Et c'est tout de suite. Plus de 4000 femmes ont dévalé les routes de Pirée hier pour la 25e édition de la Tahitienne. Cet événement devenu incontournable a pour objectif de récolter des fonds pour lutter contre le cancer. On met sur place avec Andy Ebb et Désiré Teivao. Cette année encore, les femmes ont répondu présentes. À titre personnel, aux couleurs des sociétés où elles travaillent ou entre amis, elles sont venues nombreuses soutenir la cause. C'est ma première fois. Je trouve que c'est une bonne organisation, les équipes sont bien représentées et voilà, c'est chouette de courir entre femmes, quoi. Il arrive même que l'on croise de drôles de dames prêtes à relever le défi avec énergie. Juste pour le plaisir de participer à une belle course qui est festive et qui apparemment est pleine de couleurs et pleine de vie, donc voilà, participer. Le campus des métiers et des qualifications du Pacifique a présenté 33 coureuses venues de tous horizons pour l'occasion. N'oublions pas que c'est une course solidaire. On est là aussi pour aider celles d'entre nous qui traversent la maladie et qui, avec l'argent qui sera récolté, auront des soins d'esthétique, des massages. Voilà, donc c'est une course à la fois de groupe solidaire et puis d'endurance. Le maire de Pirée a donné le départ. Les coureuses se sont élancées vers le rond-point Gadio, continuant ensuite vers le rond-point du Rimap à Aroué, avant de faire demi-tour pour revenir à la mairie, soit 3 km à parcourir. Au pas de course ou en marchant, chacune choisit son rythme. Ce n'est pas une compétition, mais bien une manifestation populaire où la bonne humeur et la convivialité sont à l'honneur. En deuxième position sur le chemin du retour, Kitris Stéphane prend la tête dans les derniers mètres et remporte la victoire pour sa première participation. Ça fait plaisir, surtout que c'est un truc caritatif, donc je suis contente. Chaque année, de plus en plus de femmes participent pour la première fois par passion pour la course à pied et pour soutenir la cause. Alors comment ça a été ? Parfait. Juste 3 km, c'était parfait. Il faisait bien chaud par contre. Juste ce qu'il fallait. Juste ce qu'il fallait, pas plus. Quel était ton objectif aujourd'hui ? Vraiment soutenir la cause et j'aime courir, j'aime vraiment courir, c'est une passion donc voilà, j'ai allié les deux. Une belle 25e édition qui se termine en musique. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Et
en judo aussi, on a célébré la journée internationale de la femme avec l'IJSPF Vainé à Challenge à Ottawa. Avec la participation exceptionnelle de Romane Diko, championne olympique. La star française a su émerveiller les 130 judokates à présentes au travers d'un échange et d'un entraînement. Allez, il est en fort dans ce reportage. Un accueil triomphal pour cette championne olympique et multi-championne du monde. Avec son air jovial et décontracté, Romane Diko n'hésite pas à aller à la rencontre du public et de discuter avec les jeunes. Elle répond à toutes nos questions et tout. On a juste à lui demander quelque chose, elle nous répond. C'est quand même un exemple, après tout ce qu'elle a fait. Après, on suit beaucoup et tout, c'est bien ce qu'elle fait, c'est joli, voilà. Moi, j'adore. Déjà, les gens ici sont adorables, c'est vraiment des amours. Et puis, il fait beau, il fait bon vivre. Et en plus, là, on partage un moment avec un sport qu'on aime tous, le judo. Donc voilà, moi, j'échange avec les enfants, avec les parents aussi. Ça fait du bien parce que nous, les champions de la métropole, on n'a pas beaucoup d'occasion d'aller voir les judokas d'outre-mer. Et de pouvoir aller dans les drum-toms, à Tahiti et dans les autres pays qui sont aussi la France, et de pouvoir échanger avec les gens qui nous regardent, mais de loin, ça fait aussi du bien, quoi. Pour cette journée du 8 mars, une séance d'entraînement réservée aux judokates est dirigée par la championne. Mais avant de commencer, Romane rassemble les jeunes combattantes pour un mondo, un thème japonais qui définit un moment d'échange. La championne partage son expérience en se prêtant au jeu des questions-réponses. J'avais du mal à gérer mon stress quand j'ai commencé le judo. Très motivante sur son discours, a dit qu'elle admet aussi d'avoir eu peur à des compétitions et de pleurer des fois avant les combats quand elle était plus jeune. Et ça rassure nos jeunes filles qui des fois elles aussi stressent, surtout qu'elles des fois combattent contre des garçons. Donc elles se mettent toujours une pression par rapport à ça. Donc c'est toujours rassurant d'avoir un discours comme ça d'une grande championne. La journée s'est terminée par une compétition féminine. Romane Diko a déjà pris l'avion du retour hier soir. Elle entamera un stage intensif pour préparer les championnats d'Europe en avril. Je récupère la tête. Direction Réatéa pour de la natation. Ce week-end, le club de Tapioy a organisé sa deuxième Swim Dream. Près d'une cinquantaine de nageurs ont participé à cette rencontre où la passion et le talent se font déjà remarquer. Une discipline en pleine effervescence révélant de très jeunes adeptes, comme nous le montre Ronnie Moufat dans ce reportage. Ulysse Lenoël et Inès Pagé, jeunes nageurs du club de natation du Tapioy, affichent déjà un palmarès impressionnant malgré leur jeune âge. Leur détermination et leur concentration exemplaire témoignent d'une maturité remarquable. Une fois dans l'eau, rien ne les arrête. Moi déjà, au départ, j'essaye de sprinter un peu pour être dans les premiers. Après, je garde mon rythme. Si on me double, je garde mon rythme quand même. Et puis à la fin, j'essaye d'accélérer un peu pour gagner des places. J'essaye de m'accrocher à ceux qui sont devant. J'essaye de les suivre. Ils sont souvent plus âgés, et donc oui, ils sont meilleurs, mais j'essaye de les suivre le plus longtemps possible. Ces deux prodiges incarnent la relève de la natation à Raiatea. Leur succès repose en grande partie sur des entraînements intensifs, véritables pierres angulaires de leur progression. Ils sont très engagés. Inès, ça fait une dizaine d'années qu'elle nage quand même. Et Ulysse, c'est une petite pépite là, qui est en train de grandir. À l'âge de 9 ans, il a fait la Channel Race, les 5 km. De toute façon, en natation, si on veut du résultat sur des compétitions, le mieux c'est de nager tous les jours. Lors de la compétition, Fabrice Thieblemont s'est distingué en remportant la première place aux 3000 mètres devant Arthur Diol, vainqueur en palme, masque et tuba. Sans surprise, Inès Pagé finit première de sa catégorie. Ulysse Lenoël décroche lui aussi la première place dans sa catégorie à venir. Sofia Dalbera s'est imposée sur le 1500 mètres. Sur le parcours des 750 mètres, Louis Quillan devance Hugo et Oscar. Ces résultats illustrent la montée en puissance d'une nouvelle génération de nageurs, qu'ils soient en élite ou passionnés comme Mané et Tiani. Ça fait 2 ans qu'ils ont intégré le club. Pareil, ils sont assidus aux entraînements, ils prennent du plaisir. Moi, c'est surtout ça, c'est que je veux voir que les jeunes ils prennent du plaisir. La performance, après, ça tiendra qu'à eux. Un engouement salué par la nouvelle équipe dirigeante du club. Ouais, très très satisfait, une super journée. Ça a répondu présent aussi au niveau des nageurs. Donc 46 nageurs pour partir sur cette course qui a été juste fabuleuse, nickel. Le prochain rendez-vous est fixé au mois d'avril pour la Swim and Run, une épreuve combinant natation et course à pied.
C'est le Graal des fédérations sportives, la délégation de service public avec ses subventions et ses avantages. Voit donc sa durée à doubler. Elle passera de 4 à 8 ans. Dès 2026, le Conseil d'État a rejeté la requête de l'opposition contre ce projet de loi. Le pays souhaite remettre de l'ordre dans le monde du sport. Certaines disciplines sont aujourd'hui encore au cœur de bataille entre différentes structures. Et le reportage de Thomas Chabrol. Le pays change les modalités de délivrance des délégations de services publics. Leur durée double, passant de 4 à 8 ans. Plus de temps, c'est plus de marge de manœuvre pour dérouler une stratégie et développer la discipline. Mais en contrepartie, le pays se montrera plus exigeant. Les fédérations devront présenter un projet fédéral. C'est une très bonne chose parce que au bout de 4 ans, je crois que ce n'est pas suffisant pour préparer nos athlètes. Déjà, en parlant d'athlètes de haut niveau, je pense qu'il faut travailler sur la durée. Donc les cadets, juniors et seniors. Et 8 ans, c'est considéré comme 2 Olympiades. Donc l'objectif pour chaque fédé, donc la nôtre, c'est de préparer nos athlètes pour les Jeux. Fini les longues attentes également pour les financements. Les dotations seront allouées chaque année. Mais le gros changement, c'est l'instauration d'un contrat entre le pays et les fédérations. La gestion des finances publiques sera étudiée chaque année et un bilan sera établi à mi-parcours. Ce bilan, il va se poser sur des objectifs qui auront été posés, fixés par les fédérations elles-mêmes, puisque pour la première fois de notre histoire, il y a un gros accompagnement de la direction jeunesse et sport sur ce fameux projet fédéral qui va porter le leadership de la fédération. Et ce projet fédéral, c'est un fichier Excel avec beaucoup d'onglets où on vient spécifier le sport de haut niveau, le sport de masse, qu'est-ce qu'on va chercher en termes de licenciés, l'objectif étant la promotion des activités physiques et sportives au féminin. Ambition du pays, remettre de l'ordre et éviter la multiplication des fédérations, car certaines disciplines comptent des structures concurrentes. C'est le cas du taekwondo, de la boxe ou encore de l'escrime. Mais les structures qui n'ont pas la fameuse DSP peuvent toujours candidater. Un critère, avoir au moins 4 ans d'existence. La campagne de subvention sera bientôt lancée. On va participer, on va faire de notre mieux. Si on l'a, tant mieux et on prouvera qu'ils ont fait le bon choix. D'ailleurs, je suis un compétiteur, moi je veux des résultats. Rendre des comptes un peu comme dans le privé, on a des objectifs, il ne s'agit pas de s'endormir. Non, moi je trouve ça très bien, moi je suis partant. Pour cette première application, le délai de la délégation de service public sera de 6 ans, le temps d'atteindre 2027 avec l'organisation des Jeux du Pacifique au Fénoua et les 4 prochaines années pour les prochains Jeux au Tonga en 2031. Et le pays veut lutter contre le dopage avec l'opération Starter antidopage. Du 3 au 13 mars, le Fénoua organise des conférences, formations et rencontres afin de sensibiliser les sportifs des clubs et les institutions au danger du dopage. Objectif, préparer le mouvement sportif pour les Jeux du Pacifique en 2027 en s'alignant sur les standards internationaux. Et pour en parler, nous recevons Christophe Bass, son conseiller régional antidopage. Yorana Christophe, alors on vous connaît en tant qu'ancien cycliste professionnel, mais aujourd'hui vous êtes aussi une figure très connue, emblématique même dans l'antidopage. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dedans ? Disons que c'est vrai qu'avant j'étais cycliste professionnel et j'ai été confronté, ma première équipe était l'équipe Fessina dans laquelle il y a eu un gros scandale de dopage. J'ai été confronté d'entrée, je m'y suis opposé d'entrée, c'est-à-dire que je l'ai refusé. L'affaire a éclaté et là, je me suis battu contre un système, puis j'ai voulu changer ce système et finalement je me suis cassé les dents puisque je tombais dans 6 mois de dépression et derrière je me suis dit, voilà, comment tu peux faire pour faire évoluer ce milieu ? Peut-être qu'il faut travailler auprès des jeunes générations pour essayer d'influencer, de les aider à se construire pour que plus tard, eux, fassent évoluer le système. Donc c'est pour ça que dès 2001, lorsque j'ai arrêté ma carrière, je me suis investi dans la prévention des conduites dopantes et même encore plus large, la prévention des conduites déviantes. Alors, le séminaire continue cette semaine. Une journée sera dédiée au grand public. Quels seront les points abordés ? Les points abordés, le premier, c'est avant tout la réglementation, la loi du pays qui a été prise en prévision des Jeux du Pacifique de 2027,
qui était nécessaire pour pouvoir les accueillir, puisque c'est l'Agence mondiale antidopage qui l'impose. Il y a des standards internationaux que l'agence impose et que vous deviez adopter du coup. Donc ça, il y a tout le côté réglementaire, parce qu'il y a un premier point déjà, c'est l'éducation à l'antidopage, c'est-à-dire qu'on doit informer tous les sportifs, les encadrants, toutes les personnes qui sont autour des nouvelles règles en fait, et ce à quoi ils vont devoir se soumettre, parce que l'objectif finalement de cette réglementation, c'est d'aller chercher les tricheurs et pas finalement ceux qui fautent par erreur. Donc l'idée, c'est vraiment les informer de manière qu'ils ne fassent pas d'erreur, et comme ça au moins tout le monde sera dans la lutte et ça avancera bien plus vite. Après, il y a le deuxième volet qui est très très important, c'est la prévention. La prévention, vous savez, en prévention, il y a principalement en dopage, il y a 3 niveaux. Il y a la primaire, secondaire, tertiaire. La primaire, on va éviter que la personne ait envie de se doper. La secondaire, il a envie, on va éviter qu'il fasse. Et la tertiaire, il a fait une fois, on va éviter qu'il le refasse. Et là, sur ce point, c'est intervenir auprès de différents niveaux. On a démarré en première semaine auprès des ministres, de l'Assemblée, etc., et des différents services, de manière à ce que c'est eux qui vont mettre en œuvre tout le dispositif, que ce soit réglementaire de lutte et également prévention. Et là, cette semaine, on attaque vraiment tout le public en vis-à-vis, c'est-à-dire les jeunes scolarisés, les STAPS, les responsables de salles de sport, les éducateurs, les élus, pour vraiment apporter des outils. Du moins, moi, je suis surtout là pour essayer d'apporter mes outils, puisque moi, je suis conseiller régional antidopage en métropole, et je ne vous cache pas que depuis 25 ans qu'on lutte et qu'on fait de la prévention, on a fait des erreurs. Et l'idée, c'est quand même que vous évitiez ces erreurs pour gagner du temps. Donc là, je suis là pour essayer de faire part de toute mon expérience dans cette prévention, où finalement, moi avant, je travaille vraiment sur ce que moi j'appelle des facteurs de réussite. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de tout ce qui est contre-indiqué ou... Oui, alors ça, dans le cas de l'éducation, bien évidemment, on va parler de la liste des produits interdits, des méthodes, là c'est clair, il ne faut pas l'utiliser. On parle également des compléments alimentaires, qui est un vrai problème aujourd'hui. Les compléments alimentaires, il faut savoir qu'un complément alimentaire sur 5 acheté sur Internet contient une substance dopante qui peut engendrer un contrôle positif derrière, sans que ce ne soit marqué sur la boîte. Il faut le savoir. Donc ça, il faut vraiment être attentif pour éviter du dopage par négligence. Par exemple, des protéines, de la whey qu'ils appellent, qui peuvent parfois contenir des stéroïdes anabolisants pour les rendre plus efficaces. Vous savez, une protéine qui est plus efficace, c'est le bouche à oreille. Elle va se vendre beaucoup plus facilement que d'autres. Après, il y a d'autres produits, ça peut être des multivitamines, de la créatine notamment, qui est autorisée mais qui peut contenir des stéroïdes anabolisants. Donc là-dessus, il faut vraiment sensibiliser. Et après, le deuxième point qu'on va vraiment aborder, je vous dis, c'est vraiment les facteurs de réussite pour que les gens puissent... Finalement, vous savez, pendant des années, on m'a dit c'est courageux d'avoir fait ce que tu as fait, etc. J'ai jamais bien compris, parce que j'ai compris que finalement, j'étais libre de le faire. Et souvent, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut finalement pour ne pas rentrer dans le dopage, et je réponds souvent il faut être heureux. Et donc, on va essayer d'apporter des facteurs de réussite au bonheur, c'est-à-dire au développement personnel, à la construction d'un environnement qui vous permet de faire les choix qui sont les meilleurs pour vous. Merci, monsieur. Donc, on donne rendez-vous cette semaine pour la suite de ces séminaires, avec bien entendu un rendez-vous ouvert au public ce mercredi à l'ICEP, il me semble. Oui, à l'ICEP, de 9h à midi. Merci en tout cas. Allez, tout de suite, on découvre le reste de l'actualité sportive locale et internationale, en bref et en images. 2 sur 3 pour les combattants tahitiens engagés hier à Auckland au Shuriken Fight Series. Rehire Dudes signe un nouveau succès chez les professionnels en battant le Colombien Juan Camilo Rincon. Tamaikili s'impose aussi et décroche la ceinture de champion des poids plumes. Moins de réussite pour le champion de taekwondo Arihei Le Hartel qui s'incline face au Kiwi Jacques Connor. 17 espoirs de l'athlétisme polynésien ont participé ce week-end à Dunedin au championnat de Nouvelle-Zélande. À l'issue de la compétition, les athlètes décrochent un total de 12 médailles, dont 4 en or. Les sprinteuses Mihivei Atriu et Hinavei Janiko se sont imposées sur le 300 mètres haies et le 60 mètres haies. Tianavei Perez remporte le concours de saut en hauteur et Félix Covillon s'est emparé de l'or sur le 3000 mètres steeple. Certains de ces athlètes enchaîneront les 22 et 23 mars à Auckland avec les épreuves combinées. Le tournoi des 3 mouvements a lancé la saison de force athlétique. Après une première journée consacrée aux femmes et aux poids légers la semaine dernière, hier, place aux poids lourds et super lourds de 105 à plus de 120 kg qui se sont affrontés à la salle fédérale de Punarhu. Une vingtaine de compétiteurs ont pris part aux 3 épreuves classiques, squat, développé couché et soulevé de terre. Chaque athlète disposait de 3 essais pour valider ses performances, seule la charge la plus lourde étant prise en compte. Un rendez-vous clé pour évaluer les forces en présence en ce début d'année.
ne sont pas tous au top, mais on voit quand même il y a un peu de niveau. On va d'abord trier les athlètes et on pourra faire une sélection et aller aux Océaniens. Prochain rendez-vous des powerlifters le 5 avril prochain pour le marathon de développé couché à Tiapa. La Fédération tahitienne de tennis de table a organisé hier à la salle Pater ses sélectives en vue des Océaniens et des mini-jeux de Palau. 20 pongistes, 12 hommes et 8 femmes ont participé à cette compétition. Le reportage de Désiré Teivao. Les joueurs donnent tout pour espérer décrocher l'un des 4 tickets en jeu pour les Océaniens et les mini-jeux. Dans ce match de groupe, les 2 espoirs Arinu Pambrun et Dylan Wong sont de sérieux prétendants pour la sélection. Dans cette rencontre, Arinu prend le meilleur sur Dylan en s'imposant 3-7 à 1. Au début, c'est tout le temps la même chose. On s'analyse, on essaye de voir ce qu'il faut faire pour gagner. Et après, vers la fin, quand je commence à gagner, souvent, je pense à la victoire et ça me déstabilise. Et là, j'ai vraiment essayé de penser à qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. C'était très serré. Il a su justement bien varier ses attaques, ses coups, ses défenses. Par derrière, prendre l'initiative. Et moi, j'étais en difficulté. Et j'ai juste bouffé tout ce qu'il a fait. Si les jeunes espoirs sont en bonne forme, les joueurs d'expérience comme Yvon Peroma et Angelo Utia ont aussi toutes leurs chances de qualification pour les Océaniens et les mini-jeux. On a évidemment les jeunes du centre de performance qui s'entraînent beaucoup, qui vont vraiment essayer de chercher puisqu'ils s'entraînent pour ça. Sinon, on a aussi des anciens qui jouent pas mal et qui sont très forts depuis longtemps. Il y a vraiment tous les niveaux, donc tout le monde peut gagner, je pense vraiment. Des athlètes handisport ont aussi participé à ces sélectives. On retrouvait des médaillés aux Jeux du Pacifique comme Algoe Maruae et Mateo Tehei, mais aussi des petites nouvelles comme Kimberly et Lisiane. Elles sont en lice pour l'une des 2 places en tennis de table fauteuil. C'est elle qui a mené les 2 premiers sets. Moi, c'est qu'à la fin que j'ai commencé à améliorer mon jeu. Grâce aussi à nos échanges, on arrive un peu à travailler nos points faibles. Parce que le but, c'est pas non plus juste d'attaquer le point faible de l'autre. Non, au contraire, on préfère travailler parce qu'elle aussi, si j'avais perdu, c'est elle qui partait, on travaillera à fond aussi ça, quoi. Dans 2 semaines, une journée de sélective sera de nouveau organisée, mais elle sera uniquement consacrée aux joueurs de moins de 18 ans. En taekwondo, la saison démarre fort du côté de l'ATA pour les athlètes de Tapu Tapu ATA. 9 athlètes se préparent pour 2 grands rendez-vous, le championnat de Polynésie et l'International Taekwondo Festival America. Jessica Doucet est allée à leur rencontre. Précision, rapidité, concentration, ces athlètes sont imperturbables. 9 d'entre eux se préparent pour le championnat de Polynésie de l'ITF America. Il faudra être entraîné car le niveau des compétiteurs ne cesse de monter. On a une partie qui sort du lot, on a nos plus gradés et ceux qui ont fait plusieurs compétitions. On a ceux qui reviennent aussi des ITF de l'année dernière. Et c'est ce petit groupe-là qui sort du lot et qui vont essayer de faire relever le niveau par rapport aux nouveaux qui viennent d'arriver et puis c'est de montrer l'exemple. Moi, honnêtement, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'emmener un ou plusieurs élèves aux Jeux du Pacifique. Habitués des tatamis, Tamatoa et Hawaï feront partie de la sélection. Ils savent tous deux que le travail acharné paye toujours. Médaillés d'or et d'argent l'an passé à l'ITF America, ils vont tenter de réitérer l'exploit. Qu'est-ce que tu aimes dans le taekwondo ? J'aime faire les compètes et gagner et montrer que je suis fort. Je vais m'entraîner avec mon papa, des fois on va courir, des fois on vient à la salle, des fois on révise les poncées. Ouais. Tu peux faire autre chose? Si, j'ai fait la danse le mardi et le jeudi et des fois on vient s'entraîner à la salle. Et tu préfères quoi? La danse et le taekwondo, les 2. Je m'entraîne presque tous les jours. Ce qui me fait plus motiver, c'est d'être champion. En attendant, les athlètes continuent leur préparation. Le championnat de Polynésie prévu le 22 mars sera un excellent moyen pour évaluer leur progression avant le grand départ pour l'ITF America le 17 mai prochain. Et on termine notre rubrique avec les rendez-vous sportifs attendus cette semaine. On commence avec la 2e édition du Vendredi Pop, une compétition de cyclisme sur piste qui se disputera le 14 mars au Vélodrome de Fotaupa. Et le lendemain, à partir de 14h, au PK18 à Punaoya, les nageurs se rassembleront pour un open water et du sauvetage sportif. Et enfin, toujours samedi 14 mars, nos rameurs participeront au championnat de Polynésie de V6 marathon.
Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. Ce soir, au programme, votre film La face cachée de Margot avec Nat Wolff, puis votre émission Capital. Demain, c'est Athéna Milcam qui prendra les commandes de ce journal. En vous souhaitant une excellente soirée et une très très belle semaine sur TET1 Télévision. Et on se quitte bien naturellement avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.